on enchaîne sur un sujet que ceux qui ont participé à mes cours connaissent bien. Il s'avère qu'on va parler d'une technologie dont je n'ai pas parlé parce que je savais que Florence viendrait nous rejoindre cet après-midi. Donc Florence a eu une longue carrière au CEA. Elle a été directrice du LITEN au CEA Grenoble. Elle a travaillé sur des grands programmes du CEA, solaire, batterie, piles à combustible. Et puis aujourd'hui, elle est à la tête d'une entreprise qu'on regarde de près, c'est Genvia, qui est dans la bataille des électrolyseurs pour décomposer l'eau en hydrogène. Voilà, avec une nouvelle technologie dont elle va nous parler. Merci Florence. Merci Marc et bonjour à tous. Impeccable. Donc effectivement, je vais vous parler d'hydrogène. Alors l'idée peut-être aujourd'hui, c'était non pas de faire une énième présentation sur l'hydrogène, que vous avez certainement tout en tête, mais peut-être plutôt de vous faire un retour d'expérience après 3 années, donc avec un costume plus industriel, à la fois de ce qui se passe et des grands défis que nous avons face à nous pour faire en sorte qu'au-delà de la promesse de l'hydrogène, on arrive à sortir donc non seulement des industries, mais des industries qui vont être compétitives dans une compétition mondiale. Alors je commence quand même avec la vision aujourd'hui de cet hydrogène. Souvent, ça faisait presque 15 ans que j'étais dans l'hydrogène et souvent on me dit mais pourquoi maintenant ? Donc ça s'accélère effectivement pour tout un tas de sujets, avec en particulier les plans nationaux d'atteindre le net zéro. Donc on sait qu'on doit électrifier beaucoup de choses et quand on a tout électrifié et qu'il faut encore notamment décarboner les industries, ce dont je vais beaucoup vous parler aujourd'hui, l'hydrogène est vraiment la dernière solution pour réaliser tout ça. Donc c'est vraiment poussé par cette accélération mondiale du net zéro. Après, ce qui est quand même aussi important d'avoir en tête, c'est que dès aujourd'hui, nous avons un marché de l'hydrogène. Donc, il fait 900 000 tonnes d'hydrogène en France. Et alors je vois dans la salle, il y a différentes personnes comme Paul Lucchese. Quand on a bâti la stratégie française de l'hydrogène, on sait donc avec les équipes de l'État, DGE et DGEC, à s'attacher vraiment à un marché qui existait, notamment celui-ci. Et donc, il va être utilisé dans l'industrie pour tout un tas d'usages, mais qui aujourd'hui est fait et produit sur une base de vaporéformage, c'est-à-dire que pour une molécule d'hydrogène, vous en avez 10 de CO2, donc c'est-à-dire très très polluant. Donc l'idée, c'était justement de commencer par ce marché. Donc ça, c'est mon premier rectangle. Et après, vous allez voir que l'idée, c'est que justement cet hydrogène va s'imposer par cet aspect couteau suisse, c'est-à-dire qu'on va le retrouver dans tout un tas d'usages. Décarboner l'industrie, certes, mais quand on voit la révolution énergétique telle qu'on la voit avec beaucoup d'énergie renouvelable, c'est fantastique. On peut avoir sur la planète des sweet spots avec vraiment de l'électricité, soit photovoltaïque, soit éolienne, pas cher du tout, mais qui n'a pas forcément la densité de population autour. Et l'idée, c'était aussi d'utiliser cet hydrogène comme vecteur, comme transport d'énergie. Et puis ensuite, on va le retrouver aussi dans la mobilité. Et vous allez voir, j'ai un slide dédié en complément notamment d'autres solutions comme les batteries. Après, pour moi, qui suis dans l'énergie depuis très très longtemps, ce couteau suisse est important parce que quand j'ai commencé ma carrière il y a une vingtaine d'années, 25 ans à Cadarache, je travaillais sur le stockage des énergies renouvelables. Et à ce moment-là, quand on travaillait sur ce sujet, on testait des batteries, des panneaux solaires et c'était tout. Progressivement, avec la convergence des secteurs, on s'est rendu compte que si on voulait bien comprendre notamment le stockage connecté au réseau, il faut aller intégrer la mobilité. Donc c'est notamment ce qu'on peut voir avec des batteries. Et l'hydrogène, ça va encore plus loin. C'est vraiment le point de convergence entre non seulement les réseaux d'énergie, la mobilité, mais aussi le monde de l'industrie. Et on peut vraiment considérer cette molécule comme passerelle entre ces mondes-là. Donc c'est ce que vous voyez en tout cas sur mon cercle du milieu. Et vous allez voir mes propos, je ne serai pas de celle qui va vous dire que tout se fera sur l'hydrogène et que tout va se faire surtout maintenant.
Ça va essentiellement commencer par ce secteur autour de l'industrie. Il va falloir un certain temps pour installer les infrastructures, donc je vais y revenir, à la fois de transport, de distribution, les stations hydrogène, avant que cela se généralise. Et c'est souvent ce que j'ai pu déplorer dans toutes les communications qu'on a pu avoir, où on dit l'hydrogène, c'est la silver bullet et ça va tout faire tout de suite et maintenant. J'ai pas de doute sur le point d'arrivée, étant donné vraiment ces attributs et ce point de convergence entre les réseaux d'énergie, la mobilité et l'industrie. En revanche, il faut être très lucide sur toute cette chaîne de la valeur qui va s'installer, sur les infrastructures qui vont devoir se construire, et donc ça va mettre un certain temps. Alors, vous allez me dire, je vous parle d'industrie, c'est bien, mais exactement, qu'est-ce qu'on peut faire avec de l'hydrogène dans l'industrie? Alors, le premier point, c'est vraiment d'utiliser l'hydrogène en tant que tel, dans les procédés. J'ai un exemple aujourd'hui avec un de mes partenaires, ArcelorMittal, qui est un site d'aniline, donc à Saint-Chély-d'Apcher. Donc aujourd'hui, on utilise ça pour donner les bonnes propriétés de l'acier. Et donc aujourd'hui, comme je vous le disais tout à l'heure, on utilise du vaporéformage. Donc l'idée, c'est de remplacer, donc le marché existe, plutôt que de partir sur de l'hydrogène vaporéformé, c'est de partir sur de l'hydrogène électrolytique. Et donc, localement, on ne produit pas d'émissions. Alors, bien sûr, il faut s'assurer que les électrons qui soient utilisés soient décarbonés. La deuxième utilisation, que je travaille aujourd'hui avec un autre partenaire, notamment Suistil, c'est de pouvoir remplacer en fait le méthane dans certains fours par de l'hydrogène. Et donc là, pareil, on va avoir un intérêt direct puisqu'il n'y a pas d'émissions, mais il y a même des effets vertueux puisque en fait, quand on fait de l'hydrogène électrolytique, on produit d'un côté de l'hydrogène et de l'autre côté de l'oxygène. Donc on va pouvoir aussi faire de l'oxycombustion. Et donc y gagner notamment sur des procédés qui vont être optimisés en utilisant les deux. Alors concrètement en ce moment, nous travaillons avec des équipementiers de ces aciéries pour pouvoir modifier ces fours dans une perspective de déploiement aux alentours de 2028-2030. Et puis il y a une dernière utilisation en fait, qui est quand on a tout électrifié, substitué, et ben souvent certaines industries comme les cimenteries vont émettre du CO2. Et donc l'idée, et c'est là où vous voyez l'évolution que l'on a dans notre monde aujourd'hui, c'est qu'on va transformer ces industries régaliennes, chimie, cimenterie, en industries qui vont produire des carburants de synthèse, puisqu'on va prendre le CO2, on va produire localement de l'hydrogène et le combiner pour justement former ces e-molécules. Et donc c'est vraiment ça aujourd'hui, toutes les vertus de cet hydrogène dans l'industrie. Alors j'allais vous dire que pour moi, souvent, j'ai la question, oui, mais si on a des batteries, donc on n'aura pas besoin d'hydrogène et vice-versa. Et moi, souvent, je réponds par rapport à ce mur qui est face à nous de la transition énergétique. Il faut vraiment toutes les solutions et ne surtout pas les opposer. Et parfois, ça va être un peu la conclusion de ce slide, ça met à mal notre raisonnement d'ingénieur. Alors, l'hydrogène va avoir aujourd'hui, par rapport notamment à la mobilité batterie, beaucoup d'avantages sur l'autonomie, parce qu'on va pouvoir avoir des véhicules tout de suite qui vont avoir plus d'1 millier de kilomètres, mais aussi par rapport à l'intensité de la recharge et aux recharges rapides. Donc aujourd'hui, il existe des chargeurs batteries rapides, mais en fait, on a quand même un petit peu de mal à faire à la fois des batteries de puissance et d'énergie. Sur les électrodes, au final, ça marche pas bien. Donc l'idée, c'est que justement, tous ces usages intenses, donc c'est pour ça que vous voyez ça sur les taxis, vont plutôt être faits par de l'hydrogène. Ensuite, les autres familles que l'on imagine, c'est notamment du stockage capacitaire pour pouvoir donc stocker non seulement massivement, mais aussi sur la longue durée de l'énergie au niveau des réseaux électriques. Alors, il faut avoir en tête, là, c'est votre raisonnement d'ingénieur, que effectivement, quand on raisonne batterie, on est sur des rendements énergétiques qui sont supérieurs, 85%, par rapport à des rendements de chaîne. Alors là, j'étais peut-être pas très gentille, 40%. On peut aller un petit peu au-delà quand on produit de l'hydrogène et qu'on reconvertit en pile à combustible. Donc, on est entre 40 et 50%. Par contre, et on a fait les calculs, quand on est sur des cas de figure, alors là on l'avait fait notamment pour le nord du Maroc, sur du stockage massif, après donc une centrale solaire photovoltaïque, à partir de 6 à 7 heures de stockage,
là, on va de nouveau avoir de l'intérêt économique d'avoir plutôt des molécules d'hydrogène. Et c'est pour ça que je vous disais que notre raisonnement d'ingénieur peut être mis à mal, parce que effectivement, vous regardez d'un point de vue rendement, tout le monde fait des batteries. Vous regardez d'un point de vue disponibilité, en fait, des solutions. Moi, je fais le pari que, notamment dans les pays émergents, pour lesquels, en fait, on n'a pas forcément les réseaux électriques, il y a de fortes chances qu'on ait des raccourcis et que, finalement, peut-être l'hydrogène s'impose plus facilement en tant que vecteur, donc multisource, au profit des batteries, au détriment des batteries. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête et regarder aujourd'hui un peu toutes ces technologies énergétiques, pas que à l'aune, en fait, vraiment des rendements, mais aussi par rapport à leur disponibilité, par rapport à un lieu géographique ou par rapport à un usage. Alors souvent, on me pose aussi la question des couleurs de l'hydrogène que j'aime pas trop. Donc je vous ai mis la panoplie des crayons de couleurs. Donc vous avez le vert, quand on est uniquement sur une base d'électrons qui viennent du renouvelable. Derrière, par exemple, on a l'hydrogène électrolytique. On peut avoir du bleu, donc c'est du vaporéformage, mais là on récupère le CO2. Vous savez, les 10 molécules de CO2 qui étaient recrachées par le vaporéformage, et puis vous le stockez. Vous avez le turquoise qui est de la pyrélectrolyse, etc., etc. Aujourd'hui, je trouve que cette vision est quand même très artificielle. Et ce qui se dégage quand même, c'est de se poser la question carboné ou décarboné. Et c'est essentiellement cela, en fait, que l'on va regarder et qui va s'imposer, en fait, dans les déploiements de l'hydrogène. Alors, avant de zoomer sur Genvia, je voulais juste vous rappeler que donc, cet hydrogène, c'est un vecteur donc, qui se produit, donc, notamment en France, avec une priorité qui a été donnée à l'électrolyse, qui va se transporter, se stocker, qui va se convertir au travers d'une pile à combustible. Et puis ensuite, on va aller vers l'ensemble des usages. Et puis également un petit pavé dans la mare, parce qu'il y a eu beaucoup de sujets sur l'hydrogène fait tout et maintenant. Et donc, je voulais juste attirer votre attention que le dernier rapport de l'IEA, qui a montré un peu comment ça se passait entre les prévisions et le réalisé, et finalement donne plutôt un ressenti de matin qui déchante pour l'hydrogène. Non pas parce que c'est une remise en question, comme je vous le disais tout à l'heure, le côté universel de l'hydrogène sur tous ses usages fait que ça va vraiment l'emporter à moyen long terme. En revanche, pour moi, plusieurs explications, beaucoup d'effets d'annonce d'acteurs. D'une part, beaucoup d'acteurs qui, en fait, ont regardé du PowerPoint, ont fait quelques équations et ont dit on va faire des technologies de l'hydrogène tout de suite et maintenant. Et vous allez voir, on est quand même plutôt sur un secteur où ce sont des nouvelles technologies, des nouveaux marchés. Donc, il faut plutôt avoir en tête l'ordre de grandeur de 15 à 20 ans avant que le tout se déploie. Après, dans mes confrères, notamment ceux qui sont partis très vite, très fort, je rencontre aussi beaucoup d'acteurs qui ont signé des trajectoires industrielles trop tôt, sans avoir bien validé les durées de vie, et qui aujourd'hui, tout simplement, grillent du cash, et ça se passe pas très très bien pour eux. Donc, c'est pas toujours très bien d'avoir raison trop tôt. Il faut pas sous-estimer cette trajectoire industrielle, et c'est ce que je vais vous présenter, notamment dans Genvia, sur le reste à faire. Alors simplement, Genvia, donc Marc a commencé à un peu en parler. Donc nous nous situons dans la case de l'électrolyse, en fait. Donc le rappel qui est assez simple. Donc on fait passer un courant et donc on a deux électrodes qui plongent dans l'eau, et donc d'un côté on produit de l'hydrogène, de l'autre de l'oxygène. Et aujourd'hui, il y a essentiellement deux écoles, celles qui vont fonctionner à base d'eau liquide. Et donc là, on va évoquer l'alcalin et la PEM, et celles qui, comme Genvia, vont plutôt fonctionner sous forme d'eau vaporisée et qui vont présenter des meilleurs rendements. Alors, je vous ai présenté une échelle ici entre les températures et les différentes candidats que vous allez pouvoir avoir, mais aussi, vous savez, en couleur, le code couleur, c'est la maturité. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est non seulement l'alcalin, je vais en parler tout à l'heure, notamment la PEM, donc les deux fonctionnent sur de l'eau liquide. Et vous voyez, la technologie de Genvia, donc c'est l'orange, c'est-à-dire en phase de pré-industrialisation, et qui va avoir comme intérêt, en fait, de fonctionner à eau vaporisée, de présenter un meilleur rendement.
Le meilleur rendement, donc c'est plus 15%, en fait, stricto sensu. Et si nous avons la possibilité de nous coupler à des sources de chaleur, donc une source de chaleur, c'est quoi? C'est de récupérer un point chaud à partir de 150 degrés. C'est plus 15% de rendement se transforme en plus 30. Donc, quand on est familier dans l'énergie, 30% de rendement en différentiel, c'est beaucoup. Donc, c'est vraiment toute la promesse de cette technologie. Après, je suis électrochimiste, je ne vais pas vous dire que l'électrochimie ou la chimie, c'est important, mais ce n'est pas le seul facteur avec lequel il faut regarder une technologie. Parce que là, je vous ai représenté simplement un schéma avec une technologie, un électrolyseur alcalin. Donc, vous le voyez au centre de mon graphe en gris, ici. Et vous voyez, finalement, un électrolyseur, c'est tout ça. Et donc, c'est souvent un peu les raccourcis qui sont faits par les acteurs en disant « j'ai mon concept et hop, j'industrialise ». Et donc, toute cette partie-là, système, va représenter 70% de la valeur, en fait, globale d'un système électrolytique. Et là-dedans, et c'est l'ancienne spécialiste batterie qui vous parle, vous avez de la multiphysique partout. Donc, vous avez à gérer des électrons, de l'électronique de puissance, à gérer de la chaleur en ce qui nous concerne, donc de la gestion de fluides, etc. Donc, ce sont quand même des systèmes physiques complexes qu'il faut porter à une échelle de maturité industrielle. Et donc, c'est en ça, aujourd'hui, où je pense que se séparent les différentes trajectoires entre ceux qui l'ont rêvé en disant qu'on le fait tout de suite et ceux qui vont mettre un petit peu plus de temps et courageusement pour le faire. Donc, il faut garder ça en tête. 30% de la valeur à peu près d'un système, c'est l'électrochimie. Et tout le reste, c'est cette partie système qu'on appelle le balance of plant. Alors, quelques attributs de ces différentes technologies. Donc, vous voyez l'alcalin, donc aujourd'hui essentiellement des acteurs qui sont dérivés de la chimie et celle du chlore. Ce sont les technologies aujourd'hui les plus matures qui sont en train de se développer donc avec le plus grande vitesse, avec à la fois des avantages, notamment la maturité, mais à la fois encore des atouts, enfin des défis, notamment l'augmentation de la densité de courant à faire et puis une baisse des coûts essentiellement liée à l'industrialisation. Vous avez l'électrolyse PEM, donc avec une membrane à échangeuse de protons à l'intérieur, donc qui, elle, va présenter des avantages, notamment en matière de réactivité. On va avoir des résistances internes donc plus faibles, donc on va pouvoir notamment envisager coupler ça plus facilement aux énergies renouvelables pour pour pouvoir encaisser l'intermittence. Et là, les défis qu'on va avoir, donc c'est essentiellement autour de là où on met le catalyseur qui est le platine, donc le fait d'en mettre le moins possible, le pouvoir vraiment nanostructurer tout ça de sorte à pouvoir être le plus efficace possible. Et une attention qui est vraiment de toute la profession sur cette technologie, parce que la première, c'est la plus mature, elle se développe, mais celle-ci, c'est à l'inverse ce qu'on va avoir dans l'automobile, vous savez, sur la pile à combustible de type PEM. Donc il y a de fortes chances en fait que beaucoup d'industriels, notamment de l'automobile, se penchent sur le berceau de cette technologie. Donc il faut s'attendre à avoir quand même rapidement des baisses des coûts de cette technologie. Voilà. Mais vous voyez ce que je commence un peu à vous décrire, c'est-à-dire que je ne vois pas forcément des grosses compétitions, mais vous voyez, chacun va certainement avoir ses cibles de marché. Et puis, vous allez retrouver donc la haute température que représente Genvia, avec donc essentiellement une conduction d'ion O2-, une céramique à l'intérieur, donc une zircone assez commune. Un des intérêts, c'est qu'il n'y a pas de catalyseur du tout. Et l'autre point, c'est bien sûr les bons rendements, comme je vous disais tout à l'heure, donc 15 stricto sensu et plus 30 si on peut se connecter à une source de chaleur. Et donc c'est pour ça que vous allez voir dans notre défense et dans nos cibles de marché, on va surtout se focaliser sur les sujets de décarbonation de l'industrie, mais aussi du nucléaire. Alors, je crois que je suis un petit peu longue, donc j'avance un peu. Je voulais juste vous donner mon autre vision. Donc, premier point, c'est que différentes technologies d'électrolyse, chacun sa cible. Et attention à la lenteur pour l'industrialisation, parce qu'il n'y a pas que l'électrochimie, mais il y a toute une partie chaîne de la valeur système. Le deuxième point, est-ce qu'on va avoir que des molécules d'hydrogène dans notre écosystème ?
Alors déjà, un des intérêts de l'hydrogène, c'est de pouvoir se stocker, se transporter. Sur le stockage, donc on voit à la fois des solutions en comprimant l'hydrogène, mais aussi dans la chimie, des solutions qui arrivent, comme les LOC ou le stockage d'hydrure métallique. Alors, sans surprise, c'est le stockage sous pression qui est le plus immédiat, le plus compétitif. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est un fort développement en cours des LOC, mais de plus en plus, au-delà de l'hydrogène, on voit arriver des familles avec de l'hydrogène à l'intérieur. Et ça, c'est important, notamment pour pouvoir transporter cet hydrogène. Alors, vous entendez certainement parler beaucoup de ce backbone européen, du pipeline, donc il va être nécessaire quand on veut transporter l'hydrogène sur des petites distances. Et quand on va être sur des plus grandes distances, assez vite, on va arriver sur l'hydrogène, alors pourquoi pas liquide, mais avec un prix à payer au niveau énergétique. Et ce que l'on voit de plus en plus, c'est l'utilisation de molécules en fait, de transport, comme l'ammoniac ou d'autres transports, et vous l'avez ici. Mais c'est essentiellement aujourd'hui l'ammoniac dont on entend vraiment parler, notamment pour transporter l'hydrogène d'un continent à l'autre. Et c'est vraiment aussi une des philosophies qu'on voit, c'est-à-dire on va regarder une chaîne qui permet de produire de l'hydrogène, mais de plus en plus, et vous allez voir que la haute température a de l'intérêt, des chaînes dont l'hydrogène sera que l'intermédiaire pour aller jusqu'à des molécules plus complètes, notamment ces e-molécules. Allez, je vous parle un petit peu de Genvia. Donc, qu'est-ce qui a vraiment été à la genèse de la création de l'entreprise? Alors, tout d'abord, c'était une technologie développée depuis plus de 15 ans par le CEA. Donc, en faisant ça, on était initialement à plus de 40 brevets. Maintenant, on en a redéposé 30. Et ce qui faisait qu'on était dans le top 2 mondial sur ce sujet d'électrolyse haute température. Donc, complètement dans les discussions de l'État pour lancer cette filière d'électrolyse. Donc, c'était bien de rêver d'hydrogène, mais il fallait vraiment se préoccuper de toute la chaîne de la valeur. Et à ce moment-là, il y a eu une rencontre entre différents partenaires, notamment SLB, ex-Schlumberger, donc qui a changé son nom, et qui souhaitait industrialiser des technologies de la transition énergétique. Alors, pourquoi le choix s'est porté sur l'hydrogène? Tout simplement parce que dans les métiers de SLB, ex-Schlumberger, il y a non seulement des sujets de service et d'ingénierie, mais aussi un sujet d'assemblage métallique sur la plateforme qui est notre siège social aujourd'hui à Béziers, de ce qu'on appelle les blowout preventers, vous savez, ces grandes mâchoires qui viennent sectionner les puits de pétrole et qui sont sur des savoir-faire d'assemblage métallique et de métallurgie. Et en fait, en faisant ça, donc d'abord, SLB subissait vraiment des oscillations de l'oil and gas. En fait, on a pu garder vraiment l'ensemble des personnels et pour Genvia, récupérer dans le cadre de mise à disposition des personnes qui étaient vraiment au meilleur niveau industriel pour pouvoir industrialiser notre électrolyseur. Donc c'est comme ça qu'on a démarré l'aventure en fait, avec à la fois une technologie prometteuse et protégée et de l'autre côté une capacité de projection dans un référentiel industriel très très vite, celui de l'oil and gas. Ça s'impose pas. Et puis ensuite, d'autres acteurs nous ont rejoints, donc notamment qui représentent les applications, donc comme Vicat, les cimenteries, je vous en parlais tout à l'heure, et Vinci qui va venir avec tout un tas de besoins, donc décarboner la construction, mais c'est aussi les transports, les concessions, autoroutes et aéroports. Et puis nos racines occitanes qui sont importantes, puisque du coup la région Occitanie a choisi en fait d'investir à nos côtés. Et on a été complètement lauréat de l'État, puisqu'on a signé un accord donc avec la BPI. Et donc, on a plus de 250 millions d'euros de l'État qui nous permet, alors dans une phase où, comme je vous disais tout à l'heure, on part d'une page blanche technologique dans un nouveau marché qui permet vraiment de dérisquer toutes les différentes étapes. Alors aujourd'hui, nous sommes plus une start-up après 3 ans, puisque en fait, on est pas loin de 160 personnes, donc distribuées dans différents établissements. Alors notre siège social est à Béziers, dans vraiment une usine qui est magnifique, qui date d'il y a plus d'une centaine d'années, donc de SLB, qui a vu une partie du passé industriel de la France, comme les Fougas Magistères, en fait, et qui justement ont pu garder ce savoir-faire. Ensuite, on a des racines importantes avec Grenoble, donc en particulier d'où vient la technologie. Et c'est vraiment quelque chose que je veux aussi souligner, c'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on peut, tous les plans,
Ça sera très difficile de se battre face à l'Asie uniquement sur les volumes. On se battra seulement si et seulement si on arrive à avoir un coup d'avance sur les technologies d'électrolyseurs et sur la façon de les concevoir. Donc, pour nous, cette injection de l'innovation est une philosophie d'entreprise. Donc, c'est pour ça que nos racines grenobloises vont rester et vont nous permettre, dans un premier temps, d'accompagner le transfert de technologies et, dans un deuxième temps, de faire en sorte qu'une technologie est toujours soit plus digitale, soit avec des meilleurs rendements, etc., soit moins chère, mais en tout cas, toujours un coup d'avance. Et puis, on a bénéficié, je vous en disais 2 mots tout à l'heure, de l'ingénierie de SLB qui est à Clamart. Alors, on couvre toute cette chaîne de la valeur, hein, encore une fois, hein, vous avez vu mon graphe, donc c'est pas que de la chimie, de l'électrochimie. Donc, la chimie, c'est une céramique, je vais vous en parler un tout petit peu après, qui se met en sandwich, donc entre des plats métalliques. Là, on est dans l'acier commun, donc il n'y a encore une fois pas de catalyseur. Pour former ce qu'on appelle en bon français un stack, hein, qui est cet assemblage de céramique et de métal. Donc c'est là qu'on va avoir le siège des réactions. Le tout est mis dans un module, et donc vous voyez la partie grise ici, c'est un espèce de four qui permet de maintenir la température à 700 degrés. Alors j'entends déjà la question que vous allez me poser en fait, hein. Donc on monte le tout pour commencer à 700 degrés. Et là, la réaction est exothermique. Donc, c'est-à-dire qu'après, on coupe les surchauffeurs et la réaction s'enchaîne, s'alimente toute seule. Et donc, il faut 4 stacks par module aujourd'hui. Et on va mettre 5 modules pour faire un système d'équivalent 300 kW ou de 200 kg d'hydrogène produit par jour. Une des vertus aussi de la haute température, c'est de pouvoir fonctionner dans d'autres modes. Je disais tout à l'heure, attention, l'hydrogène, c'est peut-être pas le point d'arrivée, c'est peut-être que le point intermédiaire. On peut, grâce à cette technologie, fonctionner en mode coélectrolyse. C'est-à-dire qu'on va mettre en même temps du CO2 et de l'eau et obtenir en fait un mélange de syngas, un mélange d'H2 et de CO, précurseur en fait des carburants de synthèse. Et derrière, il n'y a plus que du Fischer-Tropsch en fait à faire. Voilà. Alors aujourd'hui, 2 grands streams de développement. Donc le premier, hein, on est en train de réaliser à Béziers. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de venir nous voir, le système est en train de se monter. Donc l'idée, c'est de faire un premier démonstrateur donc, de 300 kW, hein, tel que je vous le décrivais. Et puis pour reprendre ce qui était dit tout à l'heure avant qu'ils partent, il y a beaucoup de sujets de simplification parce qu'aujourd'hui, tout ça a un coût en fait CAPEX et un coût énergétique pour vraiment traiter cette haute température. Maintenant, si je résume mon travail d'industriel, c'est la simplification de tout ça pour faire en sorte que finalement les rendements d'électrochimique soient les plus proches possibles du rendement système. Et le travail essentiel à faire par les équipes Genvia, c'est cette simplification. 3 ans qu'on est lancé, donc aujourd'hui on tient notre feuille de route. Donc avec à la fois un stack, vous voyez, qui est le cœur du réacteur, hein, le cœur de la technologie, qui a suffisamment d'heures tournées pour nous donner confiance et d'aller dans la trajectoire industrielle. C'est en même temps une ligne de production parce qu'on fait donc du développement concurrent. Hein, quand on part d'une page blanche, on finit le design. En même temps, nous faisons l'usine qui va justement produire ces designs-là, ce qui n'est pas forcément habituel dans l'industrie. Hein. Je dis souvent que les initiatives aujourd'hui sont un peu presque proches de la révolution industrielle de 1900 parce qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément de schéma de production, mais il faut imaginer la production en même temps. Et puis, comme je vous le disais, on sort de terre notre premier système. Je voulais peut-être juste conclure sur quels sont les points en fait, qui restent dans les défis. Donc pour moi, c'est les matériaux. Et donc c'est pour ça que je voulais faire un petit cocorico, parce qu'en France, on a probablement la meilleure articulation possible entre les équipes du CEA, d'où vient la technologie, mais aussi les équipes du CNRS. Et qu'un des points qui a été fait dans la stratégie hydrogène, c'était non seulement de pousser à fond les industries comme celle de Genvia, mais en même temps la R&D au travers de programmes de type PEPR pour nous aider à vraiment remporter ces défis. Et donc aujourd'hui, grâce à ça, on est en train d'avoir, pour moi, la meilleure céramique au monde, parce qu'elle est vraiment le fruit à la fois de recherches fondamentales sur les matériaux, sur les procédés de dépôt des couches qui vont être faites dans ces céramiques, et donc qui devraient conduire à un produit Genvia beaucoup plus compétitif.
Un autre exemple, et c'est là aussi où je prône de décloisonner complètement, c'est pas parce qu'on est en phase industrielle qu'on n'a plus besoin de toutes les recherches, qu'elles soient technologiques ou plus fondamentales. Juste un point, comment on traite le joint en céramique à haute température à 700 degrés et qui est indispensable à notre performance, puisque pour chaque molécule d'hydrogène produite, en fait, il faut vraiment la capter. C'est ça qui va être directement à l'origine du bon rendement. Et donc, voilà, on fait tout un tas d'études de fond et de modélisation autour des comportements de ces matériaux. Et puis, c'est le digital. Aujourd'hui, on a monitoré tout ce qu'on pouvait dans notre usine pilote. Donc, on commence à la modéliser, à faire des jumeaux numériques, de sorte à pouvoir donc non seulement comprendre ce qu'on fait, mais le faire évoluer en même temps que le produit. Et de pouvoir ne pas être figé par rapport à une ligne de fabrication, mais d'avoir petit à petit des briques qui s'optimisent, parce que c'est non seulement un design hors du commun, mais ça doit être aussi des procédés qui sont très compétitifs. Et donc là, vous voyez des belles images de l'usine. Et je voulais juste finir par notre feuille de route, donc qu'on exécute. Donc on n'a pas tout à fait 3 ans, on va aller fêter le mois prochain. Donc on est en train de sortir de terre notre premier démonstrateur, sachant que dès 2025, donc l'idée c'est de déployer sur le site de Saint-Chély-d'Apcher, dont je vous parlais tout à l'heure, d'Aniline, d'ArcelorMittal. Ça sera une première mondiale. Alors, on a des compétiteurs, mais c'est la première fois au monde qu'en fait, on va utiliser un électrolyseur haute température avec un récupérateur de chaleur dans un contexte purement industriel. Donc, normalement, c'est une première mondiale. Et du coup, à partir de 2026, et sur la base de l'expérimentation ArcelorMittal, l'idée, c'est qu'on parte pour faire notre factory. Alors, si vous avez bien retenu tout ce que je vous ai dit, je ne veux pas survendre. Donc, ça sera d'abord une factory qui deviendra giga. Voilà, je vous remercie.